Sport FR. Partageons notre passion. Time Break, votre émission de tennis avec Aymeric Largé. Bonsoir à tous et bienvenue dans Time Break, c'est votre quotidienne tout au long de Roland Garros. On se retrouve donc pour 45 minutes pour débriefer la journée, le match du jour, et il y en a eu un exceptionnel aujourd'hui. On parlera aussi du joueur à surveiller demain. Ce soir on est 4 pour vous parler de Roland Garros, de cette première journée de la quinzaine. Avec moi ce soir, j'ai Grégoire Alain, Laura Potier et Aymeric Lorbert. Bonsoir à tous, comment allez-vous? Bonsoir Aymeric, bonsoir à tous. Salut Aymeric. Bonsoir Aymeric. Bienvenue à tous pour ce time break. Bienvenue Laura, parce que c'est ta première émission avec nous sur 100% live. Donc ravi que tu sois avec nous ce soir, et tu seras avec nous tout au long de la quinzaine. Exact. Donc voilà, fan de Zverev, pour ceux qui le sont aussi, n'hésitez pas à tweeter, parce que voilà, on a une fan de Zverev, on n'en avait pas encore dans la rédac. Donc voilà. Gros match aujourd'hui sur lequel on va revenir, évidemment, c'est Nicolas Mahut. On parlera également de Kristina Mladenovic, de Roger Federer et des petites surprises. Et la première surprise de la journée, Grégoire, c'était Angélique Kerber ce matin qui s'est inclinée. Bah ouais, effectivement, hein, Angélique Kerber donc qui ouvrait le bal, si je puis dire, de ce tournoi de Roland Garros 2019 chez les filles sur le court Philippe Chatrier, qui était opposée à Potapova et qui donc a pris la porte prématurément en deux manches. Voilà, Angie qui a eu énormément de mal à rentrer dans sa rencontre et à vraiment pouvoir défendre sa chance à fond, elle qui a été blessée à la cheville à Madrid et voilà, qui a subi les coups de la jeune Russe qui ne cesse de monter, qui était très très forte chez les juniors et voilà, qui l'a un peu assommé. Et donc c'est une victoire de la Russe au premier tour sur Angélique Kerber, qui donc sort dès le premier tour à Roland Garros. Ouais, donc c'est même si voilà, c'est vrai qu'elle a une préparation un peu tronquée, elle a une blessure à la cheville. Laura, c'est quand même une surprise pour toi, ou tu t'attendais quand même à ce qu'elle passe ce premier tour? Pas forcément une surprise, mais je pensais pas qu'elle perdrait sur un score aussi sec quand même. Enfin, je pensais qu'elle allait quand même gagner un set. Après, Potapova, c'est sûr qu'elle joue bien. En plus, elle attaque. Donc, Angie, son jeu, c'est vraiment contrer, défendre. Donc, si elle n'était pas au top de sa forme, c'est logique. Ouais, c'est logique. Aymeric, pour toi aussi? Je m'attendais franchement pas à ce qu'elle sorte au premier tour, parce qu'elle court quand même, elle rêve sûrement quand même du Grand Chelem en carrière, donc à mon avis Roland devait être très important pour elle, et là j'ai vraiment été surpris qu'elle prenne 4 et 2. Elle aurait pris, c'est sévère quoi comme score, j'ai du mal à me l'expliquer. Ouais, c'est vrai que c'est assez sévère. Bon, après voilà, il y avait un petit problème physique apparemment, enfin qui n'était peut-être pas totalement résolu pour ce match. En tout cas, c'était la première grosse surprise de la journée. On a failli en vivre deux en même temps, puisque on avait aussi Garbiñe Muguruza qui s'est fait peur, Grégoire. Ouais, Garbiñe Muguruza qui s'est fait peur, qui a joué face à donc Taylor Townsend, voilà la gauchère américaine. Voilà, donc elle avait perdu la première manche sur le score de 7-2-5, et ensuite elle a vraiment mis beaucoup plus de poids et d'impact de ses frappes. Elle a beaucoup plus varié, elle s'est montrée beaucoup plus solide du fond du court. Et donc voilà, deux dernières manches parfaitement négociées, et donc pour une victoire en trois manches, les deux derniers sets s'étant conclus sur le score de 6-2. Donc voilà, c'est un bon match, un bon premier match pour l'Espagnol, où elle a été mise en difficulté, mais où elle a su trouver les ressources pour s'en sortir. Voilà, elle a su trouver les ressources. Muguruza qui a quand même perdu des places au classement ces dernières semaines, qui est quand même en difficulté. Qu'est-ce qu'on doit attendre d'elle, Laura, dans ce tournoi? Franchement, j'attends pas beaucoup. Elle a pas eu une super saison de terre non plus, donc mais là elle s'est bien reprise parce qu'elle a perdu un premier set serré. Au final, elle met 6-2, 6-2 après, donc à surveiller. À surveiller. Aymeric, pour toi, Muguruza, outsider, ou juste voilà, on va voir ce que ça donne, et puis on n'attend rien d'elle? Moi j'attends rien d'elle particulièrement. Après elle voudra sûrement défendre sa finale de l'an dernier. Elle a quand même beaucoup de points à défendre, donc elle a une certaine pression. Elle a pas fait finale l'an dernier. Demi-finale, j'ai dit. Demi-finale, autant pour moi. Ou alors bon, c'était sur le, je vais pas dire de bêtises, c'était sur quel cours le match? Le match était sur le cours Simone Mathieu. Simone Mathieu. Ouais, bah c'est un nouveau cours, elle le découvre, c'est sûrement compliqué, donc elle a eu besoin d'un set d'adaptation, et derrière elle a pris ses repères et a logiquement battu Townsend, donc c'était une entrée en matière difficile, elle l'a passé. Maintenant à voir si elle peut. L'an dernier non plus, elle était pas en grande forme, mais elle a quand même réussi à grimper jusqu'aux demi-finales, mais elle a gagné le tournoi, ce qui aide.
en 2016. Donc on va voir. Moi j'attends rien particulièrement, mais on va voir comme on dit match après match. Ouais, on va voir pour Muguruza. Donc voilà, ça c'était les matchs féminins du matin en tout cas. Il y avait déjà deux grosses têtes d'affiche donc qui ont joué et voilà, c'était des surprises du jour. Après il y a eu d'autres matchs, hein. On va parler rapidement avant de venir au vrai match incroyable de la journée. On le rappelle, donc Nicolas Mahut face à Cecchinato, donc on en parlera dans quelques instants. Pour rester chez les filles, pas de grosses surprises sinon tout au long de la journée. Svitolina qui bat Venus Williams, Bencic qui s'impose face à Jessica Ponchet, Zygmunt Vudrousova ça passe. Mais voilà, le match qu'on attendait évidemment cet après-midi, Laura, c'était Mladenovic face à Fiona Ferro et Mladenovic s'en est sorti en 2 manches. Ouais, franchement, ça aurait pu être un premier tour piège. C'est toujours compliqué de jouer contre une compatriote. En plus, elle s'était jouée, je crois, récemment. Oui, dans les qualifs de Madrid, il me semble. Ou de Rome, les qualifs de Rome, je crois. Je crois que le premier set était allé au tie-break, donc c'était déjà serré. Elle était menée 2 fois d'un break, je crois, dans la deuxième manche, mais elle a su revenir. Donc au final, elle a géré. Franchement, oui, Mladenovic, voilà, qui était donc elles se sont affrontées à Rome, c'est bien ça, dans les qualifs en demi-finale, et Mladenovic en effet a remporté le premier set au tie-break. Aujourd'hui, tu as raison, elle était breakée, mais surtout elle menait 4-2 dans le deuxième set, avant de se faire remonter et même d'être breakée à 5-4, avant de débreaker. Et encore une fois, comme dans le premier set, un nouveau break, et au final, au tie-break, Grégoire, c'est Mladenovic peut-être à l'expérience qui l'emporte. Ouais, bah une Mladenovic qui l'emporte comme tu l'as dit l'expérience. Voilà, je pense que ces 2 joueuses qui se connaissent très très bien. Voilà, qui on le sait est beaucoup mieux depuis quelques semaines, qui voilà les idées très claires et son jeu est bien en place. Donc voilà, qui dispose aujourd'hui d'une Fiona Ferro qui ne cesse de progresser, qui a fait une bonne semaine à Strasbourg la semaine dernière. Mais voilà, au final c'est une victoire logique de la numéro 2 française. Victoire logique. Numéro 3, pardon. Il me semble. Alors, tiens, c'est une très bonne question. Numéro 3. Ouais, parce qu'elle doit être devant, encore Cornet doit être devant elle. Je me demande même si peut-être. C'est peut-être Parmentier pas devant elle. Ouais, peut-être Parmentier, parce qu'elles sont toutes entre la 40 et la 50e place. Numéro 3 ou 4 française, mais bon, je pense sur la dynamique du moment, au moins la numéro 2 française. Ouais, bah voilà. Donc Cornet 48e, Mladenovic 53 et Parmentier 66. Donc troisième française au classement WTA, mais dans la dynamique, clairement, enfin c'est peut-être la meilleure joueuse avec Caroline Garcia du moment, et c'est assez logique. Emeric, toi, Mladenovic qui bat Fiona Ferro, même si ça a été un peu compliqué, c'est un peu l'histoire des matchs franco-français ou françaises à Roland-Garros. Oui, c'est toujours agréable de voir quelques duels franco-français. Alors, j'ai vu pendant le second set, elle s'est quand même fait pas mal embêter au service. Ben, comme a dit Laura, elle avait 2 breaks de retard, mais elle a su aller reprendre, surtout à 6-5 contre elle. Elle a parfaitement su réagir, des breaks blancs, si je ne dis pas de bêtises. Donc, je pense que c'est sûrement aussi le regain de confiance qu'elle a depuis quelques temps, depuis Rome surtout, qui lui a permis de pas paniquer et de gérer le tie-break tranquillement. Ouais, en tout cas, deuxième tour qui s'annonce très compliqué. Parce qu'en face, Laura, c'est Petra Martic et elle joue très bien sur terre, et surtout elle l'avait battue après un énorme combat du côté d'Istanbul il y a quelques semaines. Ouais, Martic, c'est toujours une joueuse compliquée à jouer. Elle défend bien, elle varie bien. Mais après, comme vous l'avez dit, Kiki, elle est sur une bonne dynamique en ce moment. En plus, c'est Roland, ça sera devant son public, donc je pense qu'elle peut créer la surprise. Greg, t'es d'accord avec ça? Ouais, bah écoute, j'ai eu la chance entre guillemets de pouvoir lui poser des questions la semaine dernière, voilà, et franchement, voilà, c'est vrai qu'elle se sent complètement poussée et voilà, comme je te l'ai dit, son jeu est en place, elle a les idées claires et le fait de jouer devant le public de Roland, ça peut vraiment l'aider à aller chercher un gros résultat. Ouais, bah en tout cas, on va suivre ça parce que c'est vrai que un tableau compliqué, mais c'est peut-être quand même jouable. On sait qu'il y a Martic, potentiellement après c'est Pliskova, même si Pliskova sort de grosses performances. Sur terre battue, c'est toujours prenable, donc voilà, il y a un tableau compliqué. Mais Mladenovic en forme, on sait que ça peut réaliser des exploits à l'image de sa victoire face à Muguruza il y a quelques années sur le Suzanne Lenglen en quart de finale en huitième de finale de Roland. Donc voilà, Mladenovic qualifié pour le deuxième tour, elle jouera Martic. Moins de chance évidemment pour Jessica Ponchet qui s'est inclinée face à Belinda Bencic. Également Quentin Alice qui s'est fait lourdement battre par Nishikori. Et par contre la petite déception, Emeric, c'est peut-être Hugo Humbert
qui n'a pas su trouver les solutions face à Popirine, notamment après le tie-break perdu dans le troisième set. C'est sûrement dans le tie-break que le match se joue, parce que à 5-5, il sort sur le service de Popirine, il sort un énorme échange très très bien construit, il finit par un revers long de ligne. On se dit maintenant à 6-5, il sert pour le set, le point qu'il vient de faire va lui donner de la force, et bizarrement, le premier coup de raquette après le service est beaucoup trop gentil. Popirine prend l'échange à son compte et le fusille d'un coup droit croisé, donc c'est dommage parce que ce point-là coûte sûrement à Humbert le set et le match. Donc c'est dommage, surtout qu'il avait super bien commencé le premier set. Donc je suis quand même déçu pour lui, et je pense que lui aussi doit l'être. Ouais, il doit être déçu, Greg. Hugo Humbert, même si bon, c'est vrai qu'il est 61e mondial, mais il a pas non plus fait des grosses perfs, et finalement, je veux dire, il a été très bon challenger, il a fait une ou deux perfs en 250, mais finalement avec Popirine, le niveau de jeu est assez proche. On peut quand même être déçu parce que le premier set, il sort une manche où il perd pas un point sur son service, et derrière, il arrive pas à assurer, à surfer sur cette vague du premier set. Bah ouais, c'est vrai que c'est dommage, hein. Comme tu l'as dit, il fait un premier set parfait au service, hein, 100% de points gagnés. Voilà, c'est rare c'est assez rare pour être souligné. Et puis voilà, même deuxième set, hein, son premier jeu de service, pareil, hein, jeu blanc. Et ensuite, c'est vrai que dès qu'il a eu un jeu où Popirine lui a mis un peu la pression sur son service, il s'est fait breaker malheureusement. C'est pour ça qu'il a perdu le deuxième set. Et après voilà, je pense que le tournant du match, c'est un peu le tie-break du troisième où il a plusieurs balles de set, bon certes beaucoup sur le service de Popirine. Et du coup, voilà, ce tie-break là, pardon, il le perd. Et donc, du coup, derrière, c'est vrai que c'est compliqué. En plus, il a fait appel au médecin en cours de quatrième manche, il me semble. Donc, voilà. Mais franchement, moi, j'ai été vraiment agréablement surpris parce que je regarde pas forcément toujours les matchs d'Hugo Humbert de bout en bout. Et je trouve qu'il a vraiment progressé depuis plusieurs mois. D'ailleurs, il le disait en conférence de presse après. C'est plus du tout le même joueur qu'en janvier. Voilà, il met beaucoup plus d'intensité, il trouve beaucoup plus de longueur. Il a pris un peu en puissance, je trouve. Donc voilà, même si c'est décevant en termes de résultats aujourd'hui pour Hugo Humbert, c'est prometteur pour la suite. Ouais, prometteur. Après, c'est vrai que je suis d'accord avec toi, il a progressé au niveau de la puissance de frappe, de l'intensité, mais après, je pense personnellement qu'il a quelques petits soucis tactiques. C'est-à-dire que des fois, il fait quand même souvent les mauvais choix à vouloir tenter des coups gagnants alors qu'il est très très loin. Et après, je sais pas ce que tu en penses, Laura, mais Popirine, c'est quand même déjà très très costaud. Et à mon avis, on va le voir très rapidement intégrer le top 100, voire top 50 à l'image d'un Ojal Yassim ou autres qui ont accéléré rapidement le mouvement dans leur quête de progression. Ouais, Popirine, c'est sûr que c'est solide. En plus, il a sorti Team, je crois, cette année. À l'Open d'Australie, oui. Ouais, voilà. Ouais. Bah, c'est là que je l'ai découvert, justement. Donc, ouais, c'est solide. Après, c'est sûr que j'ai pas vu le match, mais c'est sûr qu'au quatrième, Hugo, il est rapidement distancé. À la fin, il a encore des balles de débreak, je crois, quand l'Australien sert pour le match, donc c'est dommage, mais ouais, c'est dommage. C'est là où il peut y avoir des regrets, en effet, c'est qu'il y a eu des balles de débreak, alors même si Popirine a très bien servi, il y en a eu une ou deux où il aurait pu faire mieux. On y a presque cru, le cours, ça se jouait sur le 14, ils étaient en train de pousser le français, mais de très très fort, et ça a pas suffi. Donc voilà, Hugo Humbert éliminé, c'est un peu dommage. Et c'est vrai que le début de journée des Français n'était pas top avec Alice, Humbert qui se sont inclinés. On a failli avoir une autre énorme surprise. Un autre match qui a duré en 5-7 aujourd'hui avec il y a Schwartzmann tout à l'heure, il y a eu Nicolas Mahut, mais il y en a un autre, c'est Dimitrov qui s'est fait extrêmement peur, Grégoire, lui qui menait 6-3, 6-0, il s'est fait remonter par le vétéran Tipsarevic et on est passé proche de la catastrophe. Bah ouais, comme tu l'as dit, hein, c'est vrai que en plus deux premiers sets qui ont été très très vite, hein, il menait 6-3, 6-0 après je crois moins d'une heure de jeu, et ensuite voilà, c'est vrai qu'il perd le tie-break du quatrième, et donc du coup il se retrouve embarqué dans un cinquième set, voilà, un cinquième set où voilà, pas de break, il break au meilleur des moments, hein, lors du 9e jeu pour conclure sur son service derrière, donc c'est vrai qu'à mon avis il s'est fait une belle frayeur le Grigor. Ouais, il s'est fait une belle frayeur et il a besoin de gagner des matchs, même si on le sait qu'à Roland Garros c'est souvent très compliqué pour lui, il a mis beaucoup de temps avant de gagner son premier match ici. Il est quand même 48e mondial, c'est un peu la descente aux enfers après son énorme saison il y a 2 ans. Donc ouais, Grigor Dimitrov en tout cas toujours à suivre, et je tiens à vous signaler que David Goffin vient de s'imposer face à Berankis, ça vient de se terminer, magnifique revers long ligne pour clôturer ce match en 3-7, 6-0, 6-3, 6-0, 6-2, 6-2 en 1h24. David Goffin pareil, un peu en deçà de son niveau de jeu ces derniers temps. Est-ce qu'on peut attendre quelque chose de lui sur Roland Garros, Emeric ?
Alors, il a pas. Enfin, c'est quand même un joueur qui a du mal à enchaîner depuis 2 ans. L'an dernier, il avait fait troisième tour face à. Non, pardon, huitième, c'est vrai. Il avait battu Gaël Monfils. Oui. Et il a jusqu'en huitième contre Cecchinato. Et il est toujours tête de série. Je pense qu'on peut espérer le voir aller au moins jusqu'au troisième tour, voire huitième de finale. Mais bon, c'est pour lui. Depuis sa blessure, c'est un peu plus compliqué. Ouais, oui, c'est vraiment du mal à enchaîner. Il manque une performance qui lui redonne vraiment confiance à l'époque où il pouvait balader les joueurs sur le court, où il faisait de grandes performances, où il gagnait des ATP 500, où il faisait finale au Masters. Il a besoin de retrouver cette confiance-là. Ouais, il a besoin de retrouver cette confiance-là. En tout cas, on verra. David Goffin, toujours à suivre évidemment, un adversaire qu'on n'a pas forcément envie d'affronter dans un grand chelem. Donc Dimitrov qui s'en sort, David Goffin qui déroule. Le dernier match aussi qui était en cours, c'était Kohlschreiber face à Robin Haase. Alors Kohlschreiber menait 2-7-0, il a perdu le troisième au tie-break, puis finalement 6-1 dans le quatrième. Et pourquoi ce match nous intéresse? Parce que ce sera l'adversaire au deuxième tour de Nicolas Mahut. Et ça, c'est notre match, le focus. Enfin, c'est là-dessus qu'on va faire un focus. Parce que Nicolas Mahut face à Cecchinato, je pense que vous allez être d'accord avec moi, mais on s'attendait pas du tout à ce scénario-là, Laura. Ouais, c'est clair. En plus, il perd les 2 premiers sets, donc je pense que en plus le deuxième il le perd au tie-break, donc je pense qu'à ce moment-là, il y a très peu de gens qui pariaient sur une remontée. Mais il s'est mis à jouer plus agressif et au final, il a été bien poussé aussi par le public, je pense. Ah, bien sûr, il a été poussé, mais Grégoire, quand on voit le premier set où il n'arrive pas sur ses jeux de service, il est en galère totale. Deuxième set, on y croit, il mène le tie-break et finalement il se fait retourner à 2-7-0. Enfin, pour nous, c'était terminé, quoi. Bah écoute, j'ai pas mal de choses à dire sur cette rencontre. C'est vrai que comme tu l'as dit, il y a un premier set qui est absolument catastrophique, hein. Beaucoup plus de fautes directes que de coups gagnants. Il a 34% de première balle, donc c'est vrai que surtout quand tu pratiques un jeu comme celui de Nicolas Mahut, c'est pas facile. En face, t'as Cecchinato qui sert bien le jeu, qui sert bien, qui retourne bien, qui trouve des bonnes zones. Voilà, et Nico qui réussit pas à être assez incisif lors de les montées au filet pour faire la différence. Et à ce deuxième set où bah voilà, il perd, ça peut tourner en sa faveur, mais au final ça tourne pas. 2-0 pour Cecchinato. Et là, c'est vrai que tu te retrouves mené 2-0, t'as 37 ans. Il l'a dit, il a failli rendre sa wildcard parce qu'il avait des petits problèmes physiques, donc il est probablement pas à 100% non plus. Il joue le demi-finaliste de l'année dernière. Donc c'est vrai que à ce moment-là, tu te dis, c'est très compliqué, tu vois, surtout que voilà, Humbert avait perdu, Alice avait perdu. On se dit la dynamique des Français aujourd'hui, c'est pas ça. Enfin bref, il y avait un peu tous les éléments contraires. Et bon, bah ensuite il a su se remotiver, prendre jeu par jeu, point par point, set par set. On a vu beaucoup, même dès le deuxième set, hein, même si par le deuxième set, son deuxième set est plutôt bon. Ah oui, Il réalise 15 points gagnants, il réalise 5 montées au filet gagnantes, ce qui est son plus gros total. En termes de stats, en fait, le deuxième set est son meilleur set. Voilà, même 65% de première balle. Donc voilà, c'est vrai qu'il a continué, il est retourné au combat petit à petit, et puis il a commencé à élever son niveau de jeu, à être beaucoup plus incisif au filet, beaucoup plus en réussite. Et puis voilà, il y a ce revers, ce retour de revers à une main bloquée longue ligne qui laisse Cecchinato sur place pour mener 0-30 lors du dernier jeu. Et donc voilà, conclure derrière, donc c'est fantastique pour Nico. Bah oui, c'est fantastique. Bon, même quand il gagne le troisième, enfin moi personnellement, je me suis dit oui, enfin on croit toujours, et notamment les vétérans français comme ça, Nico Mahut, Stéphane Robert ou d'autres par le passé, on y croit toujours, mais on se dit à un moment ça revient et ça craque. Et Emerick aujourd'hui, Mahut il a pas craqué et il a même été incroyable alors qu'il a quasiment pas joué sur terre de cette saison. Il est à la ramasse, au classement, il a failli, même lui-même l'a dit, il a failli rendre sa wildcard parce qu'il était pas prêt physiquement. Il y avait des petits pépins physiques. Et aujourd'hui, il se retrouve au deuxième tour et il bat le demi-finaliste de l'année dernière. Ah, mais je pense aussi que le nouveau cours il a dit qu'il adorait le nouveau cours Simone Mathieu, qui voulait vraiment jouer dessus, et le public me l'a porté. J'ai vécu en direct le dernier jeu, sur le revers, comme a dit Grégoire, le revers, comment ça se dit? Revers, bloqué, ouais. Retour bloqué, l'ambiance était incroyable. Il a su modifier sa tactique plus offensive. J'avais vu les stats dans les 2 premiers sets, il était en dessous de 10 coups gagnants, 5 7 dans les 2 premiers.
tu regardes sur les 3 derniers sets, c'est au-dessus de, c'est 13-15 à chaque fois, c'est dire la différence. Ouais, et puis Laura, il a été extrêmement tranchant à la volée et il a su trouver le bon timing parce qu'un joueur comme Cecchinato avec son revers, il sait tout faire et il lui a posé des problèmes au début et après, il a su contrecarrer tous les plans de l'Italien. Ouais, il a joué de manière beaucoup plus offensive. En plus, au 5e à 3 partout, il sauve des balles de break. C'est lui qui va les sauver. Donc, clairement, je pense que le public l'a super bien porté. Il a tout tenté. C'était son dernier Roland de toute façon. Donc, Ah, et ça au c'est final, ça a pas payé. annoncé ça. Ah ouais? Ah non, justement, tout le monde Ah. s'est dit que s'il perdait aujourd'hui, ça serait probablement son dernier Roland. Mais là, il n'y a aucune information sur le fait que ça soit son dernier Roland Garros. Et enfin, après, je sais pas, Grégoire, toi, ce que t'en penses, ou est-ce qu'il y a des bruits qui ont joué à Roland Garros quand il était la semaine dernière, mais pour l'instant, il n'y a pas d'info là-dessus. Bah après c'est vrai qu'il a quand même 37 ans, que Roland Garros, alors c'est pas systématique et c'est pas écrit, hein, mais a souvent il privilégie souvent les jeunes en général quand il donne des wildcards comme ça, c'est souvent pour honorer entre guillemets un peu le dernier Roland de nos joueurs français qui ont plus ou moins réussi sur le circuit principal. Donc c'est vrai qu'il n'y a pas de bruit de couloir pour l'instant qui sont officialisés, mais bon ça y ressemble quand même à cette dernière à Roland. Ouais, bah peut-être qu'il voudra terminer sur une bonne note, Nicolas, en tout cas, puisque on sait que sur les 17 participations, il en a eu 12 où il avait échoué au premier tour, et puis on se rappelle de cette fameuse saison où il bat Ernest Gulbis, je crois, en 4-7, et derrière il enchaîne et il fait 3 tours à Roland. Il a su aussi sublimer sur la terre parisienne. Donc voilà, peut-être le dernier Roland, mais en tout cas, il a livré une excellente prestation, totalement inattendue aujourd'hui pour inaugurer ce cours Simone Mathieu. Donc Nicolas Mahut, on le retrouvera au deuxième tour face à Philippe Kohlschreiber, et là encore une fois, tout est possible. Un revers à une main en face, qui sait, il va peut-être refaire le coup comme aujourd'hui face à l'Italien. Et ouais, non, il y a pas mal de chiffres aussi qui engendrent, qui sont significatifs de cette belle performance de Nicolas Mahut. Donc déjà, il faut savoir que Cecchinato, là, il avait donc fait demi-finale à Roland Garros l'année dernière. Et il faut savoir que, en dehors de ce grand chelem là, il a toujours pas gagné un match dans un autre grand chelem, ou même, c'était sa 9e participation, à un grand chelem. Et à part sa demi de l'an dernier, il a tout le temps perdu au premier tour. Donc c'est vrai que c'est assez cocasse comme stat, et donc du coup, il devrait descendre aux alentours de la 40e place. Donc il va prendre un peu de tarif, l'Italien, après le tournoi. Et donc Nicolas Mahut, donc il faut savoir que c'est sa première victoire à Roland Garros après avoir remonté un handicap de 2-7, qu'il avait pu gagner un match sur le circuit principal depuis presque un an, je crois c'est 9 mois. Et enfin, donc c'est sa première victoire contre un top 20 sur terre battue dans toute sa carrière. Donc voilà, c'est vrai que encore plus lorsqu'il était mené 2-7-0, la victoire de Nico aujourd'hui relève d'un véritable exploit. Ouais, clairement, merci Grégoire pour ces stats, et c'est vrai que, enfin voilà, 37 ans. D'ailleurs, c'est le plus vieux français donc à gagner un match à Roland Garros, et c'est le deuxième plus vieux français à gagner un match en Grand Chelem, derrière Stéphane Robert l'année dernière à Wimbledon. Donc c'est dire l'exploit que, encore une fois, pour appuyer ce que tu disais Grégoire, l'exploit que c'était aujourd'hui pour Nicolas Mahut, qui, on le rappelle, de base est un joueur qui joue principalement en double, même s'il a une carrière correcte en simple évidemment. Mais je veux dire, voilà, c'est quand même incroyable. Et voilà, Nicolas Mahut, il sera au deuxième tour. Et aussi, moi, je tiens quand même à dire, il y a des personnes, on voit sur les réseaux sociaux, qui disent que Cecchinato, c'était un feu de paille, et que l'année dernière il fait demi, mais en soi on n'en entend plus parler depuis. Je tiens quand même à rappeler qu'il a gagné un titre sur terre battue en février à Buenos Aires, qu'il a fait des bonnes perfs, il a dû faire un 8ème à Monte Carlo ou à Madrid. Cecchinato, il sera encore 40e mondial, ça veut dire qu'il perf sur le circuit, et que c'est quand même un joueur qui n'est pas facile à battre. Et Nicolas Mahut, il a su le faire aujourd'hui, donc bravo à lui. Ah non, mais c'est clair que, ouais, non, comme tu le dis, Cecchinato, alors c'est vrai que demi-finale à Roland, c'était peut-être un peu surcoté vis-à-vis de son niveau moyen, mais oui, c'est vrai que ça reste un bon joueur de terre battue. Ah oui, non, c'est vrai. Non, bien sûr, sur son tournoi en soi, Oui. Après, c'est vrai que c'est pas un joueur, je pense, qui joue régulièrement top 15 ou top 20, mais c'est vrai que sur terre battue, ça reste toujours un gros client. C'est clair. Non mais voilà, en tout cas, Nicolas Mahut, vraiment incroyable aujourd'hui, et voilà, il gagnera. Malheureusement, il va pas trop gagner de place parce qu'année dernière, il a déjà dû passer un tour. Et donc du coup, ça se stabilise au classement. Donc il est très très loin au classement ATP, hein, 252e. Mais voilà, je pense que lui, il s'en fiche un peu du classement maintenant. Il joue pour les émotions, le plaisir, et puis c'est peut-être sa tournée d'adieu, comme Laura le disait tout à l'heure, c'est peut-être son dernier Roland Garros. Donc on verra ça.
En tout cas, on a eu d'autres rencontres aujourd'hui. On va peut-être encore en parler d'une ou deux. On a notamment Schwartzmann qui a galéré et qui s'est imposé en 5-7 face à Fucsovics. Et on a aussi Djere qui a marché sur Ramos en 3-7. Alors les deux rencontres, pourquoi j'en parle en même temps? Parce que d'un côté on a un Schwartzmann qui on sait est un pur terrien mais qui est quand même en difficulté depuis quelques temps et qui a un peu baissé au classement. Et de l'autre côté on a un Ramos qui est complètement à la rue, qui est 91e mondial, alors que fut un temps il était quand même 15-20e. Qu'est-ce que vous pensez de ça, Laura? Enfin, Ramos qui coule, Schwartzmann qui galère, même si Fucsovics est costaud, mais qu'est-ce que ça t'inspire un petit peu tout ça? Le résultat de Ramos, pas du tout surprise. C'est vrai que je me souviens qu'il avait fait, il était en finale à Monte-Carlo il y a 2 ans, mais depuis, clairement il coule quoi. Donc pour le coup, ça m'étonne pas. Le résultat de Ramos m'étonne pas. Après Schwartzmann, c'est vrai que Fucsovics c'est solide quand même. Mais Schwartzmann avait fait un très bon tournoi à Rome, il était en demi, donc je m'attendais pas à ce qu'il galère autant. Émeric, toi? Ben, honnêtement, pour un premier tour, Fucsovics, c'était. Je parle pour Schwarzman, Fucsovics. Ah, je n'arrive pas à prononcer son nom. Fucsovics, c'était vraiment. C'était un des pires premiers tours possibles. Fucsovics, il était arrivé depuis 2 ans, depuis un match gagné en Coupe Davis, depuis un week-end de Coupe Davis, il a réalisé il a dit lui-même, il a réalisé qu'il était capable d'être au niveau des meilleurs et ça lui a donné des ailes. Et on voit que depuis 2 ans, il joue vraiment très très bien au tennis. Il est arrivé en 8e de finale à l'Open d'Australie l'année dernière. C'est vraiment un joueur très très compliqué à jouer au premier tour. Donc je trouve que Schwartzmann s'en sort en 5-7, mais sa demi à Rome lui a redonné de la confiance et je pense que c'est ce qui l'a aidé à gagner aujourd'hui. T'es d'accord? Ouais, tu penses donc du coup que toi tu penses que Schwartzmann on peut vraiment l'attendre dans ce Roland-Garros? Oui. D'accord. Oui, Grégoire, totalement. toi t'es d'accord avec ça? Ah, moi je suis plus que d'accord avec ça même, hein. Je t'ai dit, encore une fois, il a déjà tapé avec Federer la semaine dernière, mardi sur Châtrier, il me semble, et je l'avais vu et j'avais vraiment trouvé ça très impressionnant à voir. Voilà, il met énormément d'intensité dans ses frappes malgré sa petite taille, hein, il développe énormément de puissance. Et on l'avait vu d'ailleurs, hein, il avait été capable de déstabiliser Rafa l'année dernière en quart de finale. Il aurait peut-être même gagné s'il n'y avait pas eu d'interruption liée aux conditions. Et l'année d'avant, il avait plus que bousculé Djokovic en 5-7. Ouais, non, mais alors lui, pour le coup, on parlait de Cecchinato comme un client, mais alors lui, pour le coup, Schwartzmann, c'est un sacré client. Voilà, il va jouer Leonardo Mayer, à mon avis, il est favori. Maintenant, il a plus de Cecchinato dans sa partie de tableau parce que c'était la tête de série qu'il devait affronter. Du coup, c'est vrai qu'il peut se au troisième tour. Il peut se retrouver seulement en 8ème facilement, puisque en 16ème, ça serait en cas de victoire contre Mayer, hein, ça va encore être un match particulier, parce que c'est un duel entre Argentins, mais après t'aurais Mahut ou Kohlschreiber, et en 8ème, bon après un 8ème c'est un peu plus compliqué, puisque c'est potentiellement Roger Federer. Ouais, mais j'ai envie de te dire, sur Federer, je suis même pas sûr qu'il soit forcément un gros outsider, hein. Franchement, si on a un Federer Schwartzmann en 8ème à Roland-Garros, c'est pas si évident que ça à pronostiquer, hein. Donc voilà. Et puis ensuite en quart, c'est Marin Cilic ou Stefano Tsitsipas d'ailleurs qui ont aussi gagné aujourd'hui assez facilement. Donc voilà, c'est un tableau qui est ouvert pour Diego Schwartzmann et on attend de voir la suite. Ouais, on attend de voir la suite. Tu parlais de Cilic et il faut quand même noter que même si Dimitrov n'est pas très en forme, Cilic ne l'est pas non plus et les deux se rencontrent en 32e de finale. Donc ça peut se donner un sacré duel entre les deux hommes. Donc à suivre également. Je pense qu'on a fait le tour pour aujourd'hui. Donc je rappelle aussi que Svitolina a battu Venus Williams. Bon, c'est pas vraiment une surprise. Et Karolina Pliskova aussi, c'est donc logiquement imposée. Elle est dans la partie de tableau de Kristina Mladenovic. Potentiellement, elle pourrait se rencontrer au troisième tour. Au niveau des matchs en cours, on a fini chez les hommes. Par contre, chez les filles, on a encore 2 matchs. On a Jennifer Brady qui a gagné le premier set 7-6 face à Djorovic et qui est mené 3-2, balle de 4-2 dans le deuxième. Et on a Sasnovic qui a gagné le premier set 6-4 face à Hercog et qui est mené 4-2 par la Slovaque, je crois. Slovène petit doute. La Slovène, pardon. Donc on a des matchs qui sont pas encore terminés. On va voir si ça se termine ce soir là, parce que il est déjà 20h35. Donc voilà, c'est les deux résultats qui restent en suspens pour le moment.
D'ailleurs, les deux matchs en sont exactement au même score, hein, avec Ouais. Kyrgios qui a gagné le premier set et l'autre qui mène 4-2 dans le Exactement. deuxième set. Voilà, et aussi on peut noter rapidement les qualifications de Nishikori et de Stephens aussi. dont on Ouais, a Nishikori pas hein, qui a parlé. battu Quentin Alice, on a parlé rapidement tout à l'heure. Nishikori assure aussi, c'est vrai qu'on n'entend plus trop parler, mais il est là, il gagne ses matchs. Et sur terre battue, c'est toujours un gros client, lui et Tsitsipas qui a battu Marterer. On va se tourner vers demain si vous voulez bien, parce qu'on a encore évidemment une grosse journée à Roland-Garros. On a Tsonga qui entre en lice, on a Djokovic face à Urkaz, on a Benoît Paire qui sort d'un titre, on a du Chardy, du Wawrinka, Dominic Thiem, Pablo Cuevas contre Maxime Janvier. Et chez les filles, on a Gorges, Konta, Alizé Cornet, Pauline Parmentier face à Kiki Bertens. C'est peut-être le match à suivre, hein, on va en parler chez les filles demain. Et puis on a aussi Wozniacki qui est un peu en difficulté et plein d'autres. Jamstremska qui sort d'un titre à Strasbourg. Je vous propose de s'attarder sur le match de Pierre-Hugues Herbert qui va affronter Daniil Medvedev. Alors Pierre-Hugues Herbert pourquoi on s'attarde sur ce match? Parce qu'il a décidé de se concentrer un petit peu plus sur sa carrière en simple. Il gagne quelques matchs quand même de plus en plus. Il est autour du top 40, top 50. Et en face, on aura un client, Daniil Medvedev, qui lui est en grande forme cette saison, qui postule peut-être pour les Masters en fin d'année. Donc c'est peut-être l'affiche de demain, Grégoire. Bah oui, effectivement, il y en aura d'autres, mais c'est peut-être une affiche, voilà, qui pour nous Français nous met un peu l'eau à la bouche. Voilà, entre donc Pierre-Hugues qui, comme tu l'as dit, fait le choix de se concentrer un peu plus sur sa carrière de simple en ce moment et qui, voilà, a fait énormément de progrès en simple depuis maintenant 2 ans. Donc voilà, c'est vrai que ça va être un match compliqué pour le Français. Voilà, dans les confrontations, il y a un partout. Herbert l'avait battu en qualification à Marseille il y a 2 ans et Medvedev l'avait battu l'année dernière du côté de Rotterdam en huitième de finale en 3-7. Mais voilà, je pense que c'est une belle opposition de style. À l'instar de Nico aujourd'hui, je pense que Pierre-Hugues va devoir vraiment aller énormément vers l'avant s'il veut déstabiliser Medvedev parce que voilà, Medvedev, les échanges vont durer très longtemps et je pense que du fond du cours, il est supérieur à Pierre-Hugues. Du coup, c'est vrai que, à mon avis, Pierre-Hugues va devoir vraiment trouver des solutions tactiques qui vont lui permettre d'avancer vers l'avant et de venir vraiment bousculer Medvedev et de le sortir de sa zone de confort s'il veut espérer passer ce premier tour. Ouais, Laura, est-ce qu'il doit s'inspirer de ce qu'a fait Nico Mahut contre Cecchinato aujourd'hui ou rien à voir? Oui, clairement. En plus, il sera, encore une fois, il y aura le public, ça sera sur le 14, donc c'est vraiment un cours où le public est proche des joueurs, donc vraiment, ils peuvent vraiment jouer un rôle. En plus, Medvedev, au fond de cours, il tape très fort, il est solide, donc je pense clairement que Pierre-Hugues doit attaquer, doit aller vers l'avant. Après, c'est clair que Medvedev, pour le coup, il m'a surprise cette saison parce que je m'attendais pas forcément à lui sur terre, mais au final, à Monte-Carlo, il sort Tsitsipas, Djoko. Je crois qu'à Barcelone, il enchaîne sur Nishikori. Donc, mais je pense que Pierre-Hugues, c'est quand même un tour piège pour lui parce que, comme on sait, il joue très bien en double. Pierre-Hugues, donc bon service, bonne volée, et s'il le percute vraiment, il peut vraiment le gêner, je pense. D'accord, donc Pierre-Hugues Herbert a sa chance demain. Émeric, t'es d'accord avec ça ou tu penses que Medvedev va dérouler et que Pierre-Hugues n'a pas les armes pour le battre? Ben, si Pierre-Hugues arrive à trouver des schémas de jeu qui lui permettent de gagner des points, de réduire les échanges rapidement, il peut sur un bon match avec le public derrière lui, il peut clairement aller bousculer Medvedev. Là, ce qui est sûr, c'est que comme a dit Grégoire, c'est pas en restant au fond du court qui battra Daniil. Hein. Daniil il fait une excellente saison, il est 6e à la race. Et surtout sur son style de jeu, il ramène énormément de balles. Donc si son jeu offensif se met bien en place, qu'il trouve des bons schémas, ben pourquoi pas. Hein. Ouais, pourquoi pas. Après, je pense que Medvedev a quand même une longueur d'avance et est quand même largement favori de ce match. Mais bon, voilà, on peut espérer, voilà, comme vous l'avez dit, avec l'ambiance du cours 14, le public est très proche des joueurs et puis la magie de Roland, voyons. Bah c'est ça, hein. La magie de Roland. Voilà, il a vu Nico aujourd'hui s'imposer, ça peut en inspirer d'autres et c'est vrai que tout est possible et oui, voilà, il y a quand même la magie de Roland. Donc la terre battue et nulle part ailleurs pareil qu'ici, donc c'est vraiment quelque chose d'unique et on verra ce que ça dit demain. Donc c'est un match qu'on va suivre. Il y en a d'autres, donc il y a l'entrée en liste de Nadal, il y a celle de Djokovic. Donc il y a Gasquet, son gars, etc. Moi ce que j'aimerais vous poser comme question aussi, c'est chez les filles, on a le retour de Serena Williams. Alors elle vient, elle déclare forfait, on sait jamais trop quand elle joue à fond ou pas. Qu'est-ce qui va se passer avec Serena parce qu'elle est quand même 10e mondiale, donc elle a un tableau
un tableau qui est forcément accessible jusqu'à un certain point. Qu'est-ce qu'on attend de Serena Williams sur ce Roland Garros, Laura? Franchement, je sais pas trop à quoi m'attendre. Après, elle a quand même un premier tour largement abordable demain. Ouais, elle joue Djachenko. Et puis elle est dans la partie la plus ouverte du tableau. Donc franchement, si elle est en forme, bon quoi jouer. Ouais, c'est vrai que tu as raison de parler du tableau parce que les têtes de série dans sa partie de tableau, c'est Zier, Andreescu et Barty. Alors Zier, même si c'est une joueuse qui est très difficile à manœuvrer, c'est quand même pas la tête de série la plus forte de ce tableau. Andreescu n'a pas joué sur terre battue, on ne sait pas du tout dans quel état elle arrive, mais Grégoire nous en dira peut-être un peu plus parce qu'il suit très près cette joueuse. Et enfin on a Barty, pour le coup là par contre c'est plus costaud. Grégoire? C'est quoi? Excuse-moi, j'ai pas entendu, ça a coupé. Oui, pardon, je disais que dans sa partie de tableau, voilà, il y avait Zier, Andreescu et Barty. Zier, c'est quand même abordable. Andreescu, on sait pas du tout où elle en est et tu vas nous en dire plus. Et Barty, par contre, ça sera un peu plus compliqué. Bah écoute, c'est vrai que Serena. En fait, le problème, comme tu l'as dit au début avec Serena, c'est vraiment d'avoir son état de forme, de savoir dans quel état de forme elle est, parce que c'est vrai que si elle est à 100%, bah évidemment elle joue bien plus que 10 mondiales, et puis mais voilà, c'est sûr que ouais, pour l'instant elle vit une saison compliquée avec des blessures à répétition. Non, pour revenir sur son tableau, ouais, comme tu l'as dit, c'est accessible jusqu'à un certain niveau. Andreescu, pour l'avoir vu aussi à l'entraînement cette semaine, la semaine dernière, franchement c'est pas terrible. Alors je sais pas ce que ça donne depuis, mais je l'ai vu, franchement non, mais il y avait vraiment pas beaucoup de balles dans le cours, la glissade était pas vraiment maîtrisée. Donc voilà, on sait qu'elle a pas fait de tournoi de préparation sur terre battue, donc j'attends de voir. D'ailleurs, elle joue son premier tour demain en match 4. Ouais, elle joue contre une accuser voilà. Pliskova. Voilà, j'attends vraiment de savoir, de voir Bianca en match officiel, parce que bon, c'est vrai qu'aussi l'entraînement est jamais pareil que les matchs officiels, mais c'est vrai que si demain il y a un Serena Williams avec un niveau physique à peu près correct sur Andreescu, je la mets quand même largement favorite. Après, effectivement, sur Barty, ça va être plus compliqué, parce que la Barty, il faut la tenir, il faut vraiment être au top, parce que à toutes les variations de jeu qu'elle utilise, il faut vraiment être au top, physiquement, mentalement. Donc après, c'est vrai que ouais, effectivement, sur Barty, ça peut peut-être être son plafond de verre, entre guillemets, dans ce tournoi, mais non, voilà, ça va être intéressant de voir dans quel état d'esprit mental et physique arrive Serena à Roland. Ouais, en tout cas, c'est évidemment à suivre, parce qu'on sait que Serena Williams, c'est quand même la reine du tennis féminin. Alors même si, voilà, depuis sa grossesse, il y a 1 an et demi maintenant, elle a du mal à revenir, mais elle est quand même 10e mondiale, donc attention. Le gros match, Emeric, qui aura demain aussi. Bon, il y a Alizé Cornet qui joue Kuzmova, attention. Mais celui qu'on attend particulièrement, c'est Kiki Bertens face à Pauline Parmentier. Oui, Kiki Bertens que j'ai vu jouer en finale à Madrid contre Simona Halep, et c'était très impressionnant. Elle a un jeu défensif extraordinaire. Pour Pauline a je vais trouver mes mots. Pauline est bien cette saison. La Coupe Davis lui a donné de la force, mais ça me paraît quand même un obstacle trop, parce que Kiki Bertens fait quand même partie des favorites pour Roland. À voir encore une fois, comme tu as dit, la magie de Roland, mais... Non, mais là, la magie de Roland, elle a peut-être ses limites. Oui, aussi, peut-être. Pauline Parmentier. Non, mais voilà, moi, Pauline sur terre, c'est vrai que ça peut être assez impressionnant, hein. Elle joue à un niveau peut-être top 40 mondial, on va dire. Top 30, peut-être pas, mais autour de la 30-40e place. Sur dur, c'est plus compliqué. Mais même si elle est en confiance, on parle de Kiki Bertens. Alors, ça sera demain à 11h en première rotation sur le Suzanne Lenglen. Dans le même temps, Cornet jouera sur le Simone Mathieu. Laura, toi, Pauline Parmentier, on est d'accord que là, pour le coup, ça serait un miracle. Ouais, non, là, je lui donne pas beaucoup de chance. Bon, c'est vrai qu'elle a quand même battu Svitolina cette année à Madrid, donc voilà, mais c'est Bertens en face, donc franchement, elle est ultra solide, je vois pas trop là. Grégoire? Ouais, bah pareil, hein, c'est vrai que alors on aimerait beaucoup, hein, forcément, que Pauline, qui nous a habitués à pouvoir potentiellement créer des surprises, renverser Kiki Bertens. Après, c'est vrai que ça me semble quand même compliqué, hein, la
la néerlandaise qui a gagné à Madrid, qui reste très très solide avec son jeu de variation, qui a surtout une grosse capacité, une grosse qualité, c'est d'emmener les adversaires dans son rythme à elle. Donc voilà, elle a réussi à le faire sur Simona Halep, donc je vois pas pourquoi elle réussirait pas à le faire sur Popo. Donc c'est vrai que voilà, ça va être compliqué pour Pauline Parmentier. Ouais, ça va être compliqué. On a d'autres Français demain, on va quand même en parler brièvement avant de citer. On a Richard Gasquet qui joue Mischa Zverev, alors même si Richard revient de loin, et quand c'est comme ça, on le sait à chaque fois, il est quand même capable de battre des joueurs moins forts que lui. Et dites-moi si je me trompe, je pense que Mischa Zverev ça devrait passer. Bah, en tout cas, ça va être un match très intéressant à suivre, je pense. Voilà, c'est une opposition de style et on va voir comment Richard se débrouille, parce que aussi c'est vrai que voilà, Mischa Zverev, on sait que c'est aussi un serveur volleyeur, donc la balle arrive vite. On va voir comment Richard est capable de réagir, quel va être son niveau entre guillemets de vivacité pour battre un joueur comme ça, parce que c'est vrai que va falloir beaucoup de rythme pour battre l'Allemand demain, et on ne sait pas trop où en est Richard jusque là, même si comme tu l'as dit, il est toujours capable en général dans ce genre de cas de battre des joueurs qui sont moins forts que lui. Ouais, donc on va suivre deuxième rotation sur le cours Simone Mathieu. Laura, on a aussi Tsonga qui joue Gojovcik, ça devrait passer pour Joe. Oui, je pense. On sait que l'Allemand il est capable de créer des surprises aussi, mais en ce moment il est pas non plus au top, donc je pense que ça va passer. Ouais, ça va passer pour Tsonga. Donc Pierre Gerber, on en a parlé, il sera en première rotation à 11h sur le cours 14. Demain le cours 14, ça sera un peu le cours des Français, parce que sur les 4 matchs, il y a 3 Français, enfin 2 Français qui jouent et une Française. En deuxième rotation, on aura donc la Kazakh Diaz qui jouera Albier, la jeune Française. J'avoue que pour la prononciation, je suis désolé. Donc là, c'est une wildcard. Grégoire, qu'est-ce qu'on y croit à cette wildcard française ou Est-ce qu'on y croit cette wildcard française? Bah écoute, en tout cas, on va la découvrir, hein, la jeune française entre guillemets de 24 ans. Elle a pas beaucoup de victoires référence à son actif, à avoir peut-être des victoires sur Lautner ou Kudermetova qui sont souvent des joueuses qui évoluent dans des tableaux de Grand Chelem. Voilà, elle joue Diaz qui, à défaut d'être une grande joueuse du circuit, est une habituée du circuit. Voilà, elle a beaucoup de matchs, pas mal d'expérience. Elle joue très bien en ce moment. Elle a pas joué sur terre en 2019 par contre. Hein. Qui ça Diaz. Ouais. Ouais, elle a pas joué sur terre, mais voilà. Elle est restée sur dur. Elle a fait finale, pardon, à l'ITF de Fukuoka il y a 2 semaines. Donc, et juste avant, elle a remporté l'ITF de Gifu, pareil au Japon. Elle a fait une tournée au Japon, mais voilà, on se prépare à Roland au Japon sur dur. C'est peut-être pas la meilleure des préparations, donc. C'est pas la meilleure des préparations, mais elle a quand même des victoires sur des joueuses comme Kaya Kanepi ou Hercock sur terre battue, hein, donc ces dernières années. Donc c'est vrai que ça va être compliqué à mon avis pour la jeune française, mais bon, on sait jamais. Ouais. À suivre, on a donc également sur ce cours numéro 14 en 3ème rotation un Français qui va être attendu au vu de sa semaine à Lyon, c'est évidemment Benoît Paire. Benoît Paire il affronte Marius Copil. Est-ce que Benoît Paire va nous faire malheureusement du Benoît Paire et s'incliner bêtement au premier tour? Est-ce qu'il va gagner à l'arrache en 5-7 et va dire que c'est satisfaisant, ou tout simplement il va dérouler? Oh, je pense qu'il va dérouler parce que cette saison sur terre battue, il a 2 titres à Marrakech et à Lyon. Je l'ai vu jouer plusieurs fois à Lyon cette semaine. C'est vraiment très solide. Il a l'air bien. On l'entend quand même un peu râler sur les cours, mais c'est Benoît. Mais sinon, il a l'air vraiment. À Lyon, je l'ai vraiment senti détendu. Je l'ai senti posé. Donc, je vois pas pourquoi d'un coup à l'autre, même si c'est Benoît Paire, ça partirait en cacahuète face à Copil. Non, je pense qu'en 3-4-7, Benoît devrait s'en sortir. Bah, espérons qu'il se remémore sa saison 2016 où il finit 18e ou 17e mondial et qu'il enchaîne des bonnes performances. En tout cas, on a quand même beaucoup d'espoir en Benoît Paire parce qu'il a un tableau qui pourrait lui permettre de peut-être réaliser un petit exploit dans cette quinzaine. On a encore quelques Français, on a notamment Jérémy Chardy qui va jouer un gros match, Laura, puisqu'il va jouer contre Khaled Edmund en dernière rotation sur le numéro 1. Ouais. Pas facile, Edmund tête de série je crois, donc pas facile du tout. Après Edmund est quand même un peu en difficulté cette saison je crois. Oui, Edmund c'est un peu compliqué pour Khaled. Donc après encore une fois, il joue sur le Simone Mathieu. Donc, non, sur le numéro 1.
Ah, le numéro 1. Mais encore une fois, c'est Roland, c'est devant le public français avec Edmund en difficulté. Donc, Ouais, Edmund, c'est une seule victoire sur terre battue cette saison à Marrakech face à Humbert. Et après, il a perdu sur Tsonga, Schwartzmann, Kudla, Fonini, Verdasco. Et finalement, il n'y a que 9 places qui les séparent au classement, puisqu'Edmund est 31ème et Chardy 40ème. Alors, Edmund, c'est une grosse performance à Indian Wells avec un. Quoi que non, en fait, il a gagné beaucoup de matchs, mais il sortait peut-être des qualifs. Il sortait des qualifs Indian Wells. Il a remporté 8 matchs là-bas. 7 matchs là-bas, pardon. Il a fait 8ème de finale où il s'incline contre Federer. Mais sur terre battue, c'est assez catastrophique. Donc voilà, Jérémy Chardy peut-être pour une belle performance demain. On a encore quelques Français. On a notamment Maxime Janvier qui va affronter Cuevas. On a Gilles Simon qui va affronter Stakowski. Gilles Simon qui, on l'espère, ira jusqu'au 3ème tour pour peut-être un énorme match face à Novak Djokovic. On a Corentin Moutet qui va jouer Vatoutine et Corentin Moutet qui est en forme. Et enfin, il nous reste la petite française Diane Paris Grégoire qui va affronter Lapko. Ouais, bah Diane Paris, et qu'on a, enfin voilà, c'est un nom qui nous parle un peu plus que Albi, même si elle est un peu moins bien classée au classement WTA. Bon, elle est aussi plus jeune, elle a 16 ans hein, quand même, donc c'est sûr que voilà, c'est déjà une belle performance d'être là et donc d'avoir eu l'honneur que la Fédération française lui accorde une wildcard. Voilà. Lapko, c'est pas une chose qu'on connaît vraiment sur le circuit aussi. Voilà, je pense que là, il y a vraiment un espoir de faire quelque chose. Alors, bien sûr, elle partira pas favorite, mais il y a quelque chose à faire demain pour Diane Paris. Après, voilà, je pense que c'est surtout, hein, comme j'ai dit tout à l'heure, souvent Roland Garros accorde des wildcards aux jeunes joueurs pour leur permettre de prendre de l'expérience, quelques points. Et donc, je pense que voilà, c'est vraiment l'objectif premier pour Diane Paris demain. Mais voilà, pourquoi pas jouer une victoire face à Lapko. Ouais, ce serait la vraie belle histoire. Diane Paris qui est au classement 486e mondial. Donc voilà, en tout cas, on y croit, on va suivre ça. Donc plein de belles rencontres. On rappelle aussi donc les entrées en liste de Serena Williams, Rafael Nadal, Novak Djokovic, Dominic Thiem et plein d'autres. Beaucoup de Français demain sur les cours. Donc demain soir. Petra Kvitova et Caroline Wozniacki aussi. Exactement, Petra Kvitova, Caroline Wozniacki. Donc voilà, demain plein de gros matchs. C'est Roland, ça commence vraiment le lundi, on le sait. Le dimanche il y a déjà quelques matchs, mais le lundi c'est là que voilà, il y a le plus de matchs qui se jouent et ça va être assez incroyable. Donc évidemment vous pourrez suivre ça sur notre site wisportfr.com, sur notre Twitter WSFR Tennis, et nous on se donne rendez-vous demain soir à 20h pour un nouveau time break, et ça sera donc tous les jours comme ça, un petit débrief de la journée, le match qui nous a plu, le joueur qu'on aura envie de suivre le lendemain. Ça sera comme ça tous les soirs, et voilà, vous verrez tous les chroniqueurs qui vont défiler, hein. Il y a toute l'équipe tennis qui est prête pour cette quinzaine. Merci à tous, merci Laura pour cette première émission avec nous. Merci à vous. Et puis voilà, on se donne rendez-vous demain à 20h. Et n'hésitez pas si vous voulez voir le replay sur notre page Facebook WeSportFR. Bonne soirée à tous.